On va aller du côté de la Floride, South Beach, Miami, afin de discuter de ton équipe favorite, Renaud, le Ouais. partisan des Dolphins de Miami. Alors, avant de jeter un coup d'œil aux nouveaux venus du côté des Dolphins, les Dolphins ont été occupés durant la saison morte, lors des dernières semaines, parce que là, on a donné des prolongations de contrat au noyau de notre attaque. Je parle bien sûr de Tyreek Hill, Tua Tagovailoa et de Jalen Waddle. Ils sont tous sous contrat pour les prochaines saisons. En 2026 pour Hill et 2028 pour Tango Viola et Waddle. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ces nouveaux contrats qu'on a donnés à nos trois piliers de notre unité offensive? Parce que oui, on les a récompensés, mais ça fait en sorte qu'il y a certains bons joueurs qui ont dû quitter l'organisation via le marché des joueurs autonomes parce qu'on ne pouvait pas tout simplement payer tout le monde. Ben, complètement. Puis il y avait d'autres gros contrats qui ont été signés au cours des dernières saisons. Rappelle-toi, Bradley Chubb qui avait signé son contrat il y a 2 ans maintenant, Ah oui, c'est ou vrai. il y a bientôt 2 ans. Donc, on a accumulé beaucoup d'argent, beaucoup de contrats en fait chez les Dolphins. Et là, ben, Christian Wilkins, par exemple, qui a quitté pour Las Vegas avec un gros contrat. C'est un gros trou au centre de la ligne défensive. J'ai même envie de te dire que c'était le leader, le gars incontestablement vers qui on se tournait dans le vestiaire des Dolphins, du moins en défense pour être le meneur de l'équipe. Donc ça, c'est une solide perte. Il va falloir trouver des moyens d'arrêter le jeu au sol du côté de Miami cette saison. Mais pour revenir au trio dont on parle, dans le cas de Tua Tagovailoa, écoute, il ne voulait pas s'entraîner totalement s'il n'avait pas le nouveau contrat. Puis je suis le premier à dire, bon, parfois c'est peut-être des caprices de Divos, justement, c'est des carrières qui décident de se retirer des camps d'entraînement pour obtenir plus d'argent. Sauf que d'un autre côté, tu regardes la situation, si ton corps est pas là au camp d'entraînement, puis tu n'as même pas la certitude qu'il va embarquer sur le terrain au début de la saison, dans une équipe comme les Dolphins qui, par les dépenses qu'on a fait au cours des dernières années, cette année, se doit d'être compétitive maintenant, pas demain, pas de se dire on va essayer de bâtir quelque chose d'autre. Donc, ils ont donné le gros contrat à Tua. Dans les faits, c'est un contrat qui leur lie les mains, là, entre guillemets, juste pendant 3 ans au niveau de l'argent garanti. Et tu avais une négociation avec Tyreek Hill également qui avait lieu en même temps que celle avec Tua. Ben, si tu voulais convaincre Tyreek Hill de rester à Miami, il fallait que tu lui donnes une certaine certitude au poste de corps. Je sais qu'il y a une belle fratrie, une belle fraternité entre les deux joueurs. Donc, à ce niveau-là, c'est important. Puis Jalen Waddle, ben, c'est le plus jeune de la bande. Il a fait sauter la banque aussi. C'est l'avenir des Dolphins. Même qu'on se disait que lorsque le contrat de Tyreek Hill arriverait à échéance, ben, Jalen Waddle prendrait tout simplement sa place. Finalement, bon, Tyreek Hill, son contrat a été retravaillé. Mais alors, écoute, on a mis des joueurs de talent. C'est ces joueurs-là qui font les jeux pour les Dolphins en attaque depuis 2, 3 saisons maintenant. Oui, le jeu au sol y est pour beaucoup. C'est ce qui libère l'espace. Sauf que les porteurs de ballon, tu le sais, ça passe à profusion. On est capable d'en trouver. Donc, mettons notre argent sur les positions où les joueurs coûtent cher, les receveurs, le corps arrière. Ben, justement, jetons un coup d'œil là aux joueurs qui se sont joués, qui se sont greffés aux Dolphins durant la saison morte et ceux qui ont quitté. Parce que bon, on a fait allusion à ça. Si on regarde en colonne de droite, tu as parlé du départ de Christian Wilkins, mais également Robert Hunt, qui est un très bon garde qu'on a Mm-hmm. laissé partir. Et tu as besoin d'avoir une bonne ligne à attaque pour toi, surtout à l'intérieur de la ligne, ce toi n'est pas très grand. C'est là que je me dis, OK, on a dépensé beaucoup d'argent sur toi, c'est un carrière, écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, toi, certaines limitations, mais si t'as pas toi, ça va être qui ton carrière? Les carrières sont difficiles Mm-hmm. à trouver, on s'entend Exact. là-dessus, et il est un bon joueur de football. Mais là, de donner des prolongations de contrat à Tyreek Hill et Jalen Waddle, et Hill, pour moi, il est le meilleur receveur de passe de la NFL. Toi, là, maintenant, il est âgé de 30 ans. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois te construire une équipe de football complète. Puis, sans Christian Wilkins, qui est un des meilleurs joueurs de ligne défensive de la NFL, sans Robert Hunt, tu viens de t'affaiblir sur ces deux lignes. Alors, tu peux pas avoir une bonne équipe de football en ayant des carences au niveau des deux lignes. Alors, j'ai hâte de voir ça. Comment on va faire pour remplacer ces joueurs-là? Surtout que Wilkins, au niveau de la ligne défensive, l'année dernière, Bradley Chubb a terminé la saison sur la liste des blessés. La même chose pour Jalen Phillips. Et les Mm-hmm. deux ont subi de Ouais. graves blessures. Donc, est-ce qu'ils vont être les mêmes joueurs qu'ils étaient avant de se blesser? Ça, je suis pas certain. Alors, moi, j'aurais aimé voir Miami garder Christian Wilkins plutôt que de récompenser les deux receveurs de passe. De ça, regarde. C'est mon opinion. Je suis pas un DG. Euh, on enregistre ce podcast de la maison. On n'est pas à Miami, à South Beach. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, je crois vraiment que ça pourrait être un problème pour les Dolphins.
Ben, c'est sûr que personnellement, si tu me donnais le choix entre Christian Wilkins et Bradley Chubb en ce moment, je prendrais Wilkins. Chubb, depuis le début de sa carrière, on le sait que c'est un joueur fragile. Les Dolphins le savaient avant de Mhm. payer en capital transaction et en plus de payer là, un gros contrat pour ce joueur-là. Puis là, dans le cas de Phillips et de Chubb, on ne sait même pas s'ils vont être prêts à 100% pour le début de la saison. On avait signé Shaquille Barrett, l'ancien des Buccaneers, pour assurer un peu l'intérim en début de Ouais. saison. Puis finalement, Shaquille Barrett a décidé au début du camp d'entraînement de dire non, moi finalement, je prends ma retraite. Donc les Dolphins ont signé Emmanuel Ogba, qui est un joueur qui était avec eux au cours des dernières années. Mais là, ça commence à faire une accumulation, puis on n'a pas encore joué un match préparatoire là, du côté de Miami. Donc on va en perdre encore des morceaux en cours de route. Ça, c'est sûr qu'il n'y a aucune équipe qui y échappe. Mais c'est sûr et certain que moi, personnellement, j'aurais voulu qu'ils trouvent le moyen de garder Christian Wilkins. Je ne sais pas comment ils vont réussir à le remplacer. Il n'y a eu aucun ajout significatif à la position de plaqueur pour les Dolphins, du moins pas dans la catégorie d'un Wilkins, ça c'est sûr et certain. Donc, à surveiller au cours de la saison, il y a le demi, voyons, l'ailier défensif Chop Robinson également qui a été repêché Ouais, en choix de première première ronde ronde, par ouais. les Dolphins. J'étais pas convaincu, moi, par la sélection, par le simple fait que, écoute, il y a eu 12 choix avant d'avoir un seul joueur défensif dans le repêchage. Tu repêches 21e et tu trouves le moyen de quand même prendre le quatrième joueur à sa position. Je pense qu'il y avait ce qu'on appelle des value picks, peut-être plus efficaces pour Miami, surtout que c'est une équipe qui a plus qu'un besoin. On aurait pu repêcher sur la ligne à l'attaque. On aurait peut-être pu repêcher à l'intérieur de la ligne défensive. J'avoue qu'il y avait moins de profondeur à cette position-là, mais quand même. Donc, je ne suis pas certain. Il y a plusieurs décisions au cours des dernières années qui me laissent perplexe. Quand les Dolphins avaient échangé, rappelle-toi, le Remy Tansil au Texans de Houston, puis qu'ils avaient accumulé les Ouais. choix, on dirait qu'on voyait des tonnes de possibilités pour cette équipe-là. Bon, l'acquisition de Tyreek Hill, c'est sûr qu'elle, elle valait la peine de transiger un choix de première ronde. Mais pour le reste de ce qu'on a fait avec ces choix-là, au final, il n'y a pas grand-chose qui est sorti pour les Dolphins, que ce soit en transaction ou même les joueurs qu'on a repêchés. Il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu passé dans le beurre et qui, au final, n'ont pas connu des carrières à la hauteur. Je pense à un Noah Igbinoghene, qui est un demi de coin, qui ne s'est jamais établi comme partant. Finalement, il a été échangé à Dallas l'an dernier dans une transaction de joueurs d'unité spéciale. J'ai l'impression qu'on a pris quelques mauvaises décisions qui font en sorte que le plan qui devrait, présentement, l'équipe devrait être au sommet. Le plan n'est pas tout à fait à point, puis on n'a pas tout à fait l'équipe qu'on voulait avoir. Ah, j'ai bien hâte de voir le développement de Chop Robinson, hein, le choix de première ronde. C'est un chasseur de corps produit de l'Université Penn State. Athlétiquement, lorsqu'il s'est présenté au combine, au camp d'évaluation de la NFL, écoute, très rapide, très explosif, très fort physiquement, mais où est la production sur le terrain? Moi, c'est ça que j'ai hâte de Exact. voir. Parce que moi, les chasseurs de corps, moi, j'aime les chasseurs de corps qui ont été productifs dans les rangs universitaires. Si c'est productif habituellement dans les rangs universitaires, tu vas l'être du côté de la NFL. Du moins, tu ne seras pas un flop complet. Alors, du côté de Robinson, oui, il a un potentiel, mais aussi, c'est une possibilité qu'il soit un flop. En tout cas, je ne lui souhaite pas, mais j'ai bien hâte Mhm. de voir ça, de voir de quelle façon il va se développer. Puis une chose aussi, du côté de la défense de Miami, on a changé de coordinateur en défense. On misait sur Vic Fangio. Puis je ne sais pas si tu as entendu, mais Vic Fangio, lui, il aimait vraiment pas l'atmosphère. Il trouvait qu'il y avait beaucoup trop une atmosphère de country club là, chez les Dolphins de Miami, selon les méthodes de l'entraîneur-chef Mike McDaniel. C'est pour ça qu'on a assisté à un divorce entre Fangio et les Dolphins. Les joueurs des Dolphins se plaignaient que Fangio était trop exigeant, mais c'est ce que ça prend là, en défense. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que McDaniel est peut-être pas un petit peu trop tendre envers ses joueurs? Faut garder ça en tête au cours de la saison. Parce que Vic Fangio, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un excellent coordinateur en défense. Ça fait longtemps qu'il est dans la NFL. Oui, il est de la vieille école. Peut-être que ses méthodes ne plaisaient pas aux joueurs, mais ses défenses, habituellement, sont tout le temps dans le top 10. Maintenant, bon, tu es un partisan des Dolphins de Miami. Tu vas nous dire là, si le tableau qu'on a préparé bien, reflète bien l'état d'âme des Dolphins. Alors, oh mon Dieu, Tyreek Hill, ouais, il a défrayé les manchettes. Tyreek Hill, si vous ne le savez pas, il est déjà rendu à 5 enfants, c'est bien ça, Renaud, depuis le début de l'année 2024. Obligé de vous dire que Oui, c'est pas exact. avec la même femme. Là, on tombe un peu dans la section potin du podcast, mais c'est tout, écoute, c'est tout à fait spectaculaire, ça n'a aucun bon sens. Ben, cinq enfants, cinq femmes en un an, un total de 10 enfants maintenant là, pour Tyreek Hill. Puis on voit dans le meme là, la statistique, un enfant par 800 verges.
C'est assez spectaculaire. On en a vu quelques-uns dans l'histoire de la NFL. Rappelle-toi, Antonio Cromartie, Philip Rivers aussi. Mais de ce que je me souviens, dans le cas de Rivers, assurément, Cromartie, je me souviens un peu moins. C'était généralement une grande famille, là. C'était avec la même conjointe, mais certainement pas avec autant de conjoints différents que Tyreek Hill. On le comprend 5 peut-être enfants d'avoir avec voulu se 5 femmes négocier un nouveau différentes. contrat, hein? Ça Oui, va coûter oui, cher de absolument. pension pour Tyreek. Ouais, il ne verra pas beaucoup de son nouveau contrat, j'ai l'impression, là, parce qu'avant même qu'il va avoir beaucoup d'argent que tu as dépassé. Bref, en tout cas, je ne vais pas en parler trop longtemps de ça, mais c'est spectaculaire. Mhm. 5 enfants en une année avec 5 femmes différentes, ça doit être une sorte de record. Record peu enviable, mais bref. Parlons de Oui. football pour les Dolphins. Est-ce qu'on va pouvoir, étant donné que c'est ton équipe, là, est-ce qu'on sera en mesure Ouais. d'avoir du succès au mois de décembre, au mois de janvier du côté des Dolphins? Parce que depuis que Mike McDaniel est entraîneur-chef de Miami, on a vu la statistique à l'écran, dans le bas de l'écran à droite, on termine mal les saisons régulières. Puis on l'a vu là, lors du match éliminatoire à Kansas City, oui, il faisait très froid, mais les joueurs des Dolphins, on dirait que ça leur tentait pas d'être là. Alors, pour Mhm. Miami, là, on nous est habitué à connaître des bons débuts de saison, à marquer 70 points en un match, comme on l'avait fait contre les Broncos au mois de septembre l'année dernière. Mais à la fin de la saison régulière, ce n'est plus la même formation. Est-ce qu'on va être capable de terminer une saison régulière en force et de connaître du succès en éliminatoire? Ben, évidemment, moi, je le souhaite pour les Dolphins cette saison, mais la vérité, c'est que, écoute, il y a une variable majeure pour cette équipe-là, c'est la même que l'an dernier. Est-ce qu'elle peut rester en santé? Rappelle-toi la narrative qu'on faisait de la préparation pour la saison l'an dernier. D'à peu près tout le monde chez les Dolphins, on parlait pas de football, on parlait juste de l'état de santé de Tua Tagovailoa. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Est-ce que Hmm. les commotions vont miner sa carrière? Est-ce que ça va fonctionner? Finalement, ils nous ont surpris en début d'année. Ils avaient une attaque à un rythme historique là, à un certain point durant la saison. Ça a ralenti à un certain point, mais pour expliquer peut-être les insuccès en fin de saison, puis je ne parle pas juste du match en éliminatoire à Kansas City. Je me souviens d'un match à heure de grande écoute, un lundi soir contre les Titans du Tennessee à Miami, que les Dolphins avaient trouvé le moyen d'échapper contre un adversaire qui était évidemment très prenable en le Tennessee. Euh, si les Jalen Phillips, les Bradley Chubb ne tombent pas au combat à la mi-saison ou durant la saison, puis qu'ils sont là rendus à la fin de la saison, je pense qu'on a un peu plus de succès. Je pense du moins qu'on remporte la division parce que rappelle-toi, les Dolphins avaient une bonne avance. On assumait qu'ils allaient gagner la division à un certain point. Oui. Les Bills ont eu une grosse fin de saison, puis ont remonté, puis au dernier match, ils ont réussi à s'emparer de la division. Tu as raison, les joueurs avaient l'air désintéressés, puis on ne peut pas tout blâmer sur le froid de Kansas City. Mais je pense que les Dolphins, s'ils avaient joué à la maison au lieu de dans le froid dans ce match-là contre un autre adversaire, ils auraient certainement mieux paru là, dans la rencontre. Ah ben oui, c'est sûr, parce que la barre est très basse. Ils ont tellement mal paru. C'est certain Ouais. qu'ils auraient mieux paru. Mais ça pour dire que là, c'est une tendance. Depuis que Mike McDaniel est à la barre de l'équipe, on termine pas bien les saisons régulières. Alors, j'ai hâte de voir si on va pouvoir s'améliorer à ce niveau-là du côté des Dolphins. Alors maintenant, pour ton club, je vais te laisser y aller en premier, Renaud. Plus ou moins 9 victoires et demie pour les Dolphins. Et voici justement ce que je disais. La fiche de Miami en décembre et janvier, lors des 2 dernières saisons, incluant les éliminatoires, 4 victoires et 10 défaites, Renaud. Ouais, c'est difficile, mais écoute, je vais y aller. Moi, j'ai les Dolphins à 10 victoires cette saison, donc au-dessus de la barre des 9,5, et donc je les mets devant les Jets là, au classement. Je pense que ça va être une saison où, bon, tu le sais avec 10 victoires, comment ça fonctionne. Il y a des années où tu rentres, des années où tu rentres pas dans les éliminatoires. C'est peut-être plus facile depuis qu'on a ajouté une équipe là, justement dans les éliminatoires, mais ouais, j'y vais au-dessus pour les Dolphins. Beaucoup de points d'interrogation, je trouve, du côté de Miami. Autant, bon, on sait, on met sur Tua, les receveurs de passe, Hill et Waddle, on en a parlé tout à l'heure, mais la ligne à l'attaque m'inquiète, la ligne défensive, ça m'inquiète, étant donné que Phillips, Chubb vont revenir de Mhm. graves blessures. Un nouveau coordonnateur, on ne sait pas à quoi s'attendre. Anthony Weaver, c'est lui le nouveau coordonnateur de la défense des Dolphins de Miami. Il est un ancien joueur de ligne défensive. Et puis, habituellement, les joueurs de ligne défensive, ça ne devient pas nécessairement les meilleurs coordonnateurs en défense. Tu sais, en termes là, de bien comprendre les couvertures et tout, les schémas de couverture, j'ai allé avec moins. Je sais que c'est ton équipe, là, mais j'ai allé avec 9 victoires C'est pour les correct. Dolphins. 9 victoires, je demeure réaliste. Je n'ai pas de sentiment attaché à Mhm. mon choix, comme toi. Non, Alors, exact. 9 victoires pour les Dolphins de Miami cette année. Ouais, écoute, j- pour cette équipe-là, cette année, c'est sûr et certain là, à Miami, qu'il
les attentes sont hautes. Puis un peu comme on le disait avec les Jets, bon, les Jets, c'est sûr que s'ils ont une mauvaise saison, tout saute, là. Mais du côté de Miami, peut-être qu'on va vouloir procéder à un changement aussi. Je sais que les joueurs aiment bien Mike McDaniel, mais tu parlais tantôt de Vic Fangio qui faisait référence à un country club là-bas. Puis rappelle-toi, à un certain point dans la saison l'an dernier, il y a une table de ping-pong qui a disparu du vestiaire des Dolphins. Puis Mike McDaniel était sorti en conférence de presse puis il avait dit ah, je suis content, les joueurs prennent la saison au sérieux, ils vont vouloir se concentrer. Puis Tyreek Hill est allé ensuite en conférence de presse puis il a dit non, 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 c'est juste que j'en ai acheté une plus belle ou plus nouvelle, peu importe. Donc, ça avait fait une drôle de situation. Puis, bon, évidemment, à ce moment-là, on avait tout pris à la blague, mais c'est un peu de dire aussi comme ça, l'entraîneur fait un message positif pour dire ah, je suis derrière mon équipe est derrière moi. Puis le joueur va le contredire après en conférence de presse. Harry Kane n'était pas obligé de le spécifier là, qu'il avait juste remplacé la table de ping-pong. Donc, écoute, moi, c'est une situation que j'avais trouvée anodine à ce moment-là, mais que j'avais quand même trouvé un peu drôle. Mais si les ennuis ou s'il y a des signes de country club se poursuivre cette année, on va peut-être pouvoir revenir à cette histoire. Ah, écoute, je ne suis pas au courant de cette anecdote, mais on va garder ça en tête au cours de la saison là, du côté des Ouais. Dolphins de Miami.